Bienvenue dans Fantastique, c'est Adrien Thomas. Alors Fantastique, c'est un entretien intime avec un artiste, une personnalité unique, un entrepreneur, un parcours atypique, une histoire fantastique finalement. Aujourd'hui en face de moi, c'est un artiste de la coiffure, un entrepreneur qui possède aujourd'hui une dizaine de salons à Paris et qui a une vision très 2025 du salon de coiffure. On va tous chez le coiffeur, donc ça va parler à tout le monde. Il a un parcours qui est fantastique, c'est pour ça qu'il est mon invité dans cet épisode. Bonjour Aurélien et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors si, toujours la première question que je pose, si on devait écrire les premières lignes du CV d'Aurélien, on mettrait quoi? Qu'est-ce que tu écrirais au début? Autodidacte. Autodidacte? Ouais. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Je suis pas très scolaire comme garçon, donc du coup, j'apprends tout seul ou en parlant avec les gens, mais le parcours traditionnel, c'est pas une vraie réussite pour moi. Le tout petit Aurélien, c'était quoi son premier métier de rêve? Tout premier truc que tu voulais faire? Comme tous les... Astronaute. Non, mais comme tous les petits, je pense que c'était pompier ou policier, mon premier métier. Ouais. Mais je l'ai fait, hein. Du coup, parce que je suis réserviste en gendarmerie. C'est vrai? Donc du coup, donc finalement, je fais un peu mon métier de rêve. Finalement, un petit peu, ouais. T'as touché un peu ce métier-là aussi. C'est ça. À quel moment, la coiffure arrive dans ta vie, en fait? À quel moment tu te dis, en fait, c'est ça que je veux faire? Assez tôt. Je pense qu'à 14 ans, déjà, je savais que je voulais être coiffeur. Ouais. Pour peut-être plein de choses, mais alors déjà, je côtoyais quelqu'un dans le quartier où j'habitais qui était coiffeuse et je pense que je trouvais ça cool. Et puis surtout, j'ai un souvenir de moi petit allant me faire couper les cheveux avec mon père dans un salon tenu par 3 frères siciliens. Ouais. Et je trouvais que l'ambiance était vraiment cool, quoi. Je sais pas. Ah ouais, ça t'avait marqué bien. ça. Les cheveux, ça m'a toujours intéressé. Ouais. J'ai toujours apporté de l'importance un peu aux cheveux, même petit. Ouais, donc tu t'es dit peut-être, en fait, ça peut être cool comme métier. Ouais, mais c'est cool comme métier, en plus. Ouais, maintenant tu le sais. Maintenant, peut-être qu'à l'époque, tu savais pas, tu te disais peut-être, et en fait... oui. J'avoue qu'au début, quand j'ai commencé, c'était pas évident. Bah oui, on va en parler de ça. Quand tu décides, ok, Aurélien, t'en parles à tes parents, tu te dis tout de suite, c'est ça que je veux faire. Ouais. Ça rassure les parents, parce que souvent, il y a les artistes qui disent, ah mais je veux faire chanteur et tout. Autant coiffeur, c'est considéré comme un vrai métier, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu plus, on va dire, dans la norme des métiers qui aujourd'hui permettent de vivre correctement et qui font partie de la vie de tous les jours. Donc ils étaient rassurés, tes parents, quand tu leur as dit que tu voulais faire ce métier, non? Non, même pas. Non. Je pense pas que la coiffure c'était un métier qui était envisagé. Un métier manuel n'était pas vraiment envisagé dans ma famille. Ah ouais? C'était pas possible, donc c'était pas le truc. Mais, d'accord. De toute façon, après, il fallait se rendre à l'évidence. L'école, c'était pas non plus mon truc, donc il fallait... C'est quoi que t'aimais pas? C'était apprendre et... T'avais envie d'avancer sans... J'ai horreur des contraintes. Déjà, c'est un vrai problème. En tant qu'entrepreneur, ça l'est aussi, du coup. Ça l'est aussi, mais j'arrive à le gérer, mais non, mais c'est une contrainte. Quand on me demande un rendez-vous, je mets 3 plombs parce que ça me... il faut organiser et tout. J'ai du mal à... Si c'est moi qui dois donner un rendez-vous, je le donne jamais. Ah ouais? Ah, j'ai du mal. Faut imposer, quoi. Ouais. Faut me donner des choix dans les dates, et là, je viens, sinon... j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, je sais pas pourquoi. Ok, donc tu leur dis je veux faire ce métier, et vous trouvez une école de coiffure? Ouais, on trouve une école de coiffure, je m'inscris, mes parents m'inscrivent, j'y vais. Et là, ça se passe pas bien du tout. Pourquoi? C'est quoi qui se passe mal? Parce que l'univers de la coiffure, quand je suis arrivé, c'était pas... C'était pas ce que t'imaginais? Non. Alors moi, j'ai 40 ans, donc ça fait 24 ans que j'ai commencé. Il y a 24 ans, c'était un peu compliqué la coiffure, quoi. En tout cas, pour moi, j'arrivais, il y avait un peu un choc. Ouais. Je me retrouvais dans un univers avec que des filles. Ah oui, c'est vrai. Avec des histoires qui n'existaient pas. Et dans un salon d'application où tu coiffais Madame Michou pour faire ces petites bigoudis là, pour faire des mises en pli. C'était pas ça. Au bout de 3 mois, j'ai vrillé et j'ai cru que j'allais arrêter, quoi. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Et puis là, j'ai eu la chance d'avoir un prof qui m'a dit, mais en fait, la coiffure, c'est pas que ça peut être d'autres choses. Et du coup, il m'a fait montrer un univers qui était complètement différent. Et à l'époque, il y avait Tony Ngaï qui arrivait en France, et qui était très implanté déjà en Angleterre, comme maintenant. Et du coup, qui avait une vision beaucoup plus moderne, beaucoup plus cool, beaucoup plus anglo-saxonne de la coiffure par rapport aux Français qui sont encore très latins, et même les diplômes sont encore un peu en retard, même peut-être 20 ans de retard sur les diplômes entre... ce qui compte maintenant dans les diplômes en France et ce qu'on fait en salon, c'est 2 univers, ça n'existe pas, quoi. T'es obligé aujourd'hui d'avoir un diplôme pour être coiffeur ou Oui, t'es obligé d'avoir au moins un CAP normalement. Après, tu peux avoir des valorisations d'acquis.
Ok. Avant, tu étais obligé d'être diplômé pour avoir un salon de coiffure avec un brevet professionnel. Et depuis le 1er janvier 2024, je crois, un truc comme ça, on n'est plus obligé. Il faut justifier de 3 ans d'expérience dans un salon de coiffure pour pouvoir avoir ce salon. Ok, mais genre avant, et même en tant que salarié, tu pouvais pas exercer si tu n'avais pas ce diplôme, ou si quand même tu pouvais exercer? Je pense qu'on pouvait, mais c'était normalement, il faut au moins avoir son CAP. Ok, donc c'est un métier qui était vraiment très réglementé, qui l'est plus maintenant, quoi. Ok, d'accord. Et je suppose pour monter son salon encore plus. Ouais, je te dis, il fallait un brevet professionnel pour monter son salon. Mais qui marche que pour un salon, donc... Ah ouais. Donc tu peux pas avoir un brevet pour 2 salons. Ouais, d'accord. Ok, je vois. Alors tu pars à Londres aussi pour apprendre l'anglais et la technique de coiffure, c'est ça en fait? C'est après l'école de coiffure que tu pars là-bas? Ouais, c'est après. En fait, c'est... C'est la 2e fois que j'ai voulu arrêter la coiffure. Ah oui, donc il y a quand même des remises en question assez souvent. Ouais, mais j'étais jeune, c'était un peu compliqué. Et j'ai voulu arrêter encore la coiffure, mais je suis parti à Londres et vivre, vraiment m'installer là-bas. Ouais. Et finalement, une fois que tu y es complètement, c'est plus du tout pareil que quand tu y vas 15 jours pour faire des stages ou des trucs comme ça. Ouais, la vie Londres, Et au bout de 3 mois, ça marchait plus, donc j'ai décidé de... Alors, en fait, j'ai fait une grosse déprime là-bas, quoi. T'es parti solo? Je suis parti solo, j'ai retrouvé des potes qui habitaient là-bas, mais voilà. Et, mais grosse déprime, je me sentais pas bien. Je venais d'avoir 20 ans. C'était peut-être un peu tôt. Ouais. Et donc, mais comme moi, j'ai grandi à La Baule, à Nantes, là. Et j'avais fait mes grands adieux à cette ville en disant... la mer te manquait un peu? Pas du tout. Non, même pas? Non, pas du tout, mais j'avais fait mes grands adieux. Je pars de La Baule, jamais vous me reverrez. Je pars vivre à Londres, le rêve anglais. Je pouvais pas retourner là-bas, c'était pas possible. Donc je me suis dit, je vais aller à Paris. Et finalement, à Paris, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette ville. J'adore cette ville. Et depuis, t'en es jamais parti? Je suis jamais parti. Ah, pareil, on est pas mal quand même. Du coup, ça t'a permis quand même d'avoir une bonne expérience à Londres, peut-être d'apprendre l'anglais un peu plus poussé aussi. Et, ça m'a permis peut-être de faire des contacts. Pas de contact, mais ça m'a permis de m'améliorer en anglais. Et puis 2, ça m'a permis de voir qu'on pouvait faire des erreurs et que c'était pas si grave. Et qu'on pouvait toujours revenir en arrière. Donc c'était une leçon de vie quand même un petit peu. Et voilà. Après, c'est vrai que ça c'est important dans le parcours quand tu montes une entreprise aussi d'essayer plein de choses et parfois de se dire non, c'est peut-être pas le bon chemin. Et là tu l'as fait avant toi de monter tes boîtes, donc au moins tu savais déjà que tu avais le droit de faire des erreurs. Alors tu as travaillé toi après dans plusieurs salons pour découvrir un peu la façon de travailler. En fait tu as fait un benchmark dans toute la France. C'est quoi cette période-là de ta vie? C'est pas dans toute la France, j'ai fait un benchmark dans toutes les franchises. Ah, donc c'était ciblé. C'était ciblé. En fait, quand je suis revenu, je me suis donné 2 ans pour monter mon salon à Paris. Ah, tu t'es mis un objectif quand même. Ouais, j'avais un objectif. En rentrant de Londres, je me suis dit que finalement la coiffure c'était pas mal. Ouais. Et qu'on avait encore des trucs à faire. Et je me suis mis comme objectif En fait, je me suis vite aperçu que les franchises, ils dominaient le marché de la coiffure en France. Et donc, je me suis dit qu'il fallait regarder comment ils travaillaient et pourquoi ils travaillaient et qu'est-ce qui faisait que ces franchises tournaient fort. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs franchises pour voir leur mode de fonctionnement et voir ce qui était cool et ce qui était moins cool dans chaque franchise. Combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça pendant 2 ans. Ok, donc tu étais salarié et sans rien dire, tu regardais un petit peu comment ça marchait. Voilà, puis quand je trouvais que j'avais vu à peu près tous les process, je déménageais, j'étais un enfer pour les patrons. Merci, au revoir. C'était ça. Oui. Bah oui, mais bon, en même temps, c'est comme ça que tu découvres aussi le métier et comment les grosses marques travaillaient déjà à l'époque. Ouais. Donc je pense que c'était quand même hyper important. Donc après, là on arrive en quelle année après tout ça? Après ces 2 ans de benchmark dans les salons, les divers salons? On doit être en 2004, 2006. 2006. Là, dis-moi si je me trompe, tu as une opportunité de reprendre un salon à ce moment-là? Enfin, après cette période? Ouais, en fait, j'ai essayé d'abord de monter mon salon seul. Et très difficile. Trop jeune, pas assez d'expérience. Soit j'avais pas les crédits, soit j'avais pas les baux. Ouais. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre une franchise en me disant, finalement, avec l'appui d'une franchise, peut-être que ça va m'aider d'avoir mon premier salon. Ouais, d'avoir une marque derrière et puis entre guillemets qu'elle prenne un peu plus les risques à ta place. Exactement.
Et puis après c'est plus facile quand t'as un nom qui est connu. Bien sûr. C'est plus facile. Donc j'ai fait ça, et pour moi la franchise à l'époque qui était la plus cool, c'était Begin. Donc j'ai signé avec Begin. Voilà. Et puis j'avais des critères un peu spéciaux. Je voulais une vitrine en angle, je voulais une vitrine ancienne. À Paris en plus. Dans un quartier piéton, ouais, mais moi je débarquais, donc j'étais là. Bah oui, tout est possible. Bon, je vais vite trouver. Et finalement, j'ai eu ça. J'ai eu cette vitrine ancienne en angle dans un quartier piéton, c'est au de Rittington. D'accord. Et c'est grâce à Begin, d'ailleurs, c'est eux qui avaient ce local. Et voilà, donc j'ai monté le premier salon, tout en étant peut-être un peu rebelle parce que je respectais pas forcément tous les codes de la marque. Et oui, ce qu'il faut dire, c'est que d'une franchise, tu dois respecter aussi ce qu'impose la marque, l'ADN de la marque en fait. Ouais, tu peux pas faire ce que tu veux. Non, normalement tu peux pas, mais moi. Je sais pas. Déjà, j'étais peut-être le plus jeune franchisé, parce que j'avais 23 ans quand j'ai ouvert. Ouais. Je venais de les avoir. Donc, j'avais une vision qui était forcément un peu différente de la coiffure. Et je dis pas qu'elle était meilleure. Hein. Elle était différente. Elle était différente. Ouais. Et donc, j'étais un peu plus libre dans ma façon de travailler. Donc, je pense que je les ai un peu fait chier, quoi. Donc là, tu ouvres ton salon Begin. Tu prends des salariés au départ ou t'es tout seul ? Non, je prends 3 salariés dès le départ. Ah ouais, ok. Donc c'était un salon du coup il y a combien de places ? Il y avait 7 postes à l'époque. Ok. Et voilà. Et puis la franchise m'a dit qu'il faut ouvrir avec 3 salariés. Ah oui, d'accord. De toute façon, c'était eux qui. Toi, t'étais juste gérant, du coup, directeur. J'étais gérant, mais les murs m'appartenaient, tout m'appartenait. Les murs, le fonds de commerce m'appartenait, mais on payait une redevance pour avoir le nom. Mais je me suis dit, ils ont plus d'expérience que moi sur les ouvertures de salon, on va leur faire confiance, quoi. Oui, c'est sûr que tu pouvais pas te lancer dans le grand bain tout de suite en créant ta marque. C'était quand même peut-être. Ça te faisait peur ou t'avais pas les armes, comme tu le disais. Pour ouvrir ton propre salon, quoi. Non, mais finalement, avec le recul, j'étais jeune. Ouais. Mais même avec la franchise, peut-être que j'aurais. Il n'y a pas d'âge. Avec du recul, maintenant, je me dis peut-être que j'aurais dû attendre un peu plus, quoi. Avoir un peu plus d'expérience dans la coiffure, non, mais peut-être dans la gestion et humaine et financière d'une entreprise. Mais c'est aussi là où, quand on est dans le dur, quand on est jeune, on a de l'énergie, donc on peut. Oui, et puis c'est bien d'apprendre tôt. C'est bien d'apprendre tôt, ouais. Évidemment, peut-être faire des erreurs au départ, et puis après, ne plus en faire. Essayer de plus en faire, en tout cas, chaque jour. Donc, ça dure combien de temps, ce salon Begin que tu as repris ? Le contrat a duré 7 ans. Ah ouais ? Ouais. Et j'aurais pu le rompre avant, mais. J'ai ce côté un peu loyal qui me dit que c'est grâce à eux c'est cette marque qui m'a permis d'avoir ce premier salon. Je me voyais pas d'enlever l'enseigne. Ok, donc tu as fait les 7 ans. J'ai fait les 7 ans, j'ai respecté le contrat. Et pendant ces 7 ans, tu pensais quand même en même temps à créer ta marque ? Ouais, déjà on était un peu indépendants, parce qu'on respectait pas forcément les codes de la marque. Mais je pensais vraiment à créer un truc un peu différent. Et puis très vite, je me suis laissé pousser la barbe. Et je savais pas, j'avais pas d'endroit pour me faire tailler la barbe à Paris. Je trouvais pas d'endroit qui était vraiment cool ou qui me satisfaisait. Et donc il y a eu vraiment très vite l'idée d'ouvrir un barbier. Parce que Begin le faisait pas, du coup. Begin le faisait pas, il y croyait pas. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et donc très vite, il a fallu que je trouve voilà. J'ai eu l'idée de faire ça. J'ai eu de plus en plus de clients qui venaient se faire tailler la barbe. Ah, donc toi, tu le faisais au salon Begin ? Moi, je le faisais au salon. Ouais. Oh, tu le proposais, ok. Ouais. Et c'était un peu à l'arrache. Hein. Il y avait pas les fauteuils barbiers comme maintenant. C'était plus compliqué, quoi. Et donc, du coup, très vite, l'idée est venue de monter un salon barbier. Ouais. Mais j'ai eu très peur parce que pour moi, le salon barbier à l'époque, la manière dont je le voyais, c'était vraiment quelque chose d'un peu luxueux. Et pour moi, le luxe, c'était de l'espace. Donc du coup, il fallait prendre un grand local pour avoir vraiment beaucoup d'espace pour accueillir les clients. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu tôt, c'est peut-être il n'y a pas assez d'équipes formées, les coiffeurs il y avait pratiquement pas de barbier à l'époque, ça n'existait pas, personne ne savait raser. Il y avait quelques salons, mais c'était très très peu qui le faisaient. Et donc j'ai eu un peu peur et j'ai laissé le projet. Ah ouais. Je l'ai abandonné. Et à la fin de un peu avant la fin de la franchise, je sais pourquoi j'avais visité un local pour un de
un de mes cousins, pas très loin de mon salon. Et quand je l'ai visité, je me rappelle encore, c'est assez fou cette histoire, c'était en 2014. Ouais. J'ai visité ce local et j'ai appelé mon expert comptable à l'époque et je lui ai dit, je viens de visiter un local, je sais pas quoi faire dedans, mais je sais qu'il est pour moi. Mais je l'aime bien. Je sais qu'il est pour moi. Ouais. C'est cette phrase, je m'en rappelle, je devrais encore le dire. Sans hésitation. Ouais. Et voilà, et un an après, finalement, j'ai décidé de me relancer. Ah, donc t'as abandonné ce local? Oui, je savais pas quoi en faire, donc je l'ai pas signé, je l'ai laissé. Et un an après, l'idée du barbier est revenue. Ça, c'est entre les deux. Ouais. Et là, j'ai revu le quota, le local, il était toujours pas loué. Il était toujours dispo? Ouais. Ah ouais, dingue. Et c'était un signe. Ouais. Et on a commencé à négocier. Les négociations étaient assez dures. Ça a pris un an avec le bailleur pour quand même le signer. Ah oui. Ouais. Et voilà, c'est là où j'ai dit, on va faire bonhomme. Donc là, tu quittes Begin, tu dis, ok, merci beaucoup, voilà, mais je monte mon affaire. Je dis à Begin, c'était cool les 7 ans avec vous, merci. Mais Begin va devenir cute maintenant. Et j'ouvre un nouveau salon qui va s'appeler Bonhomme, et voilà, quoi. Ok, donc comment t'es venu le nom Bonhomme en fait? Quelle est l'idée de base que t'as eue quand t'as monté ton premier salon? Franchement, je sais pas trop réfléchi. J'ai pas réfléchi, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'aime bien faire, moi? Mais l'idée, c'était un salon pour les garçons. C'était un salon uniquement pour les garçons. Ouais. C'était un salon, en fait, qui était pour moi, je pense. Pourquoi pas? Non, mais je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire, en fait? J'aime pas faire du shopping, ça me fait chier. J'aime bien faire des soins du visage, j'ai besoin de me faire épiler le dos et j'en ai marre que ma femme me court après pour essayer de m'épiler le dos à la maison parce que ça la faisait marrer. Et moi, ça me faisait pas kiffer, donc j'allais dans des instituts pour me faire épiler le dos avant de partir en vacances et de ça. Et je trouvais ça, j'étais pas à l'aise. Et je me dis, on va faire un truc vraiment pour les hommes, quoi. On va faire de l'esthétique pour hommes, des manucures, des pédicures, des massages de soins du visage, des épilations, et puis des cheveux, de la barbe et sans complexe, quoi. Ouais. Est-ce que tu trouves que, enfin, en tout cas à l'époque, le marché était pas hyper ouvert là-dessus et que même chez les mecs, il y avait une gêne. Ou alors soit une gêne, soit un truc de ah non mais c'est un peu la honte d'y aller, ou les mecs prenaient peut-être pas autant soin d'eux qu'aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a 8 ans, tu te disais à un mec, tu mets de la crème hydratante sur le visage, personne il y a un peu de préjugés dessus. Maintenant ça rentre complètement dans les normes, tout le monde fait ça, donc c'est plus difficile, mais je pense qu'il y avait quand même une demande parce que en fait moi je suis un mec plutôt basique, donc si moi j'en ai le besoin, ça veut dire que plein de mecs ont besoin. Et je sais que quand on a ouvert, le barbier était déjà un peu plus implanté. Il y avait déjà quelques marques qui étaient là. Et tout le monde s'était un peu foutu de notre gueule parce que nous, très vite, on a décidé de faire les épilations des pommettes plutôt que de faire des rassages pour avoir les pommettes un peu propres pendant 3 semaines et pas à ça. Donc tout le monde se foutait de notre gueule. L'Institut, c'est pareil. C'était pas dans la norme. Mais quand on me disait ça va pas marcher. C'est complètement ridicule. Et puis finalement, maintenant, tout le monde fait des épilations des pommettes et des oreilles et des trucs comme ça. Les instituts pour hommes, il y en a plein. Ça s'est complètement démocratisé, mais on était les premiers à le faire, quoi. Et ça, c'est cool d'ailleurs. Je trouve ça cool maintenant que ce soit vraiment hyper démocratisé, que tout le monde prenne soin de. Quand on a les moyens, parce que c'est quand même. Tout le monde peut pas se le permettre, hein, c'est vrai, il faut le dire. Quand tu as les moyens un peu de pouvoir te faire plaisir et de prendre soin de toi, c'est hyper agréable de pouvoir aller dans un salon où tu te sens bien, où il y a une bonne vibe, où c'est clean. Et je pense que c'était aussi ce que tu voulais, toi, quand tu as monté ton premier bonhomme. Oui, mais après, l'idée, c'est pas d'y aller tout le temps, mais de temps en temps, quand tu as envie de te faire plaisir, en tout cas, si tu as envie, tu sais que tu peux aller dans un endroit qui est un endroit qui existe, où on ne va pas te juger parce que tu viens, quoi. Et j'ai des potes qui m'avaient dit, c'est cool parce qu'en fait, quand on vient chez Bonhomme, on laisse pas ses parties génitales à l'entrée, quoi. On est chez Bonhomme, donc on est dans un institut pour hommes, on a réfléchi tout le local a été réfléchi pour mettre à l'aise. Ok, non mais ça c'est cool. Donc ça c'est en 2016 le premier bonhomme. C'est ça. En 2016 le premier bonhomme, donc premier salon institut dédié à l'homme rue Saint-Denis, très beau quartier quand même, Montorgueil à Paris, qui pour ceux qui connaissent pas c'est quand même un beau quartier assez central à Paris. Donc t'as pas trop galéré sur le local? Non, c'est une chance. Hein. Les négos ont été longues. Les négos ont été longues et surtout quand j'ai la deuxième fois que j'ai fait le projet et que je fais venir les architectes, qu'on a fait des plans et des trucs comme ça, et que quand j'ai envoyé le dossier au bailleur, ils m'ont dit non, mais ça sert à rien de l'envoyer parce qu'on va signer demain avec un restaurant. Et du coup,
Ouais. Je suis devenu un peu fou. Je leur ai dit, mais vous pouvez pas me faire ça. Ouais. Je dis, vous m'avez laissé le faire visiter. J'ai fait travailler des gens dessus. On a fait des plans, il y a les architectes. Laissez-moi au moins vous présenter le projet. Et finalement, ils m'ont dit, ok, d'accord. Ok, non, ça c'est cool. On l'a gagné, du coup on a bien fait, quoi. Donc là, ça veut dire que après ces 7 ans chez Begin, t'as déjà pensé au truc, c'est-à-dire que tu as mis de l'argent de côté, parce que comme tout entrepreneur, faut investir au départ. Tu peux pas monter un truc comme ça sans argent, c'est pas possible. J'ai eu ma banque m'a pas suivi sur ce projet-là. Ah d'accord. Donc t'as pas de prêt. Si, j'ai un prêt, mais pas avec ma ta banque de. Ouais. Et j'ai coiffé un mec par hasard qui travaillait dans une autre banque. Et on me parlait de ça, du projet, et je lui ai dit que ma banque m'avait pas suivi. Il m'a rappelé l'après-midi, il m'avait dit, mais vous seriez prêt à changer de banque? Je dis, ouais. Il me dit, montrez-moi le projet, quoi. Ah, sympa. Finalement, je lui ai présenté, c'était le mercredi, le jeudi matin, je lui ai présenté le projet, et le samedi matin, je voyais le directeur régional qui me signait mon prêt. Ah, trop bien. Ça a été hyper vite. Eux, ils ont cru tout de suite au projet du marché de l'homme, alors que ma banque, à l'époque, avait dit, ça marchera jamais. Ah ouais. Ouais, je pense que voilà, aujourd'hui ils doivent. Je sais pas si t'as encore des contacts, mais moi ils doivent être contents, je pense. Je le croise souvent à chaque fois. Ça va? Bon, mon banquier il voulait, c'est son directeur qui voulait pas, mais à chaque fois je le croise mon ancien banquier, je lui dis, t'as vu? Non mais c'est là où il y a toujours un truc il y a vraiment deux mondes entre la réalité du terrain et toi l'entrepreneur qui va défendre. Je le sais parce que je l'ai vécu aussi pour monter l'Escape Game, et où tu vas présenter un projet et où tu vas parler à des gens qui n'ont pas cette réalité-là du terrain et sont complètement, j'ai l'impression, déconnectés. Et encore plus les directeurs d'agence, surtout quand tu fais... Si c'est toi qui fais en direct, à la limite, quand tu passes par un courtier, le courtier, il a des accès directs que toi, t'as pas. Mais quand c'est toi qui vas présenter ton propre projet, moi, ça, j'ai vite abandonné. Je me suis... Enfin... Toi, t'as réussi à avoir ton prêt, mais moi, le prêt que j'ai eu pour mon commerce, je l'ai eu avec un courtier, parce que c'est hyper difficile, je trouve, de se vendre, tu vois, d'aller vendre son truc. Et alors peut-être c'est plus simple pour de la coiffure, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça hyper dur, c'est hyper touchy comme truc à présenter, tu vois, un mec qui va potentiellement te permettre de lancer ton business, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un des trucs qui est peut-être le plus dur maintenant à obtenir et qui devient de plus en plus dur, hein, parce que nous maintenant on est bien implantés, donc on a des bons rapports avec nos banques, ils nous font confiance. Mais je sais que maintenant, nous, on a 10% d'apport à peu près, et on finance, ils financent les projets. Mais maintenant, à moins de 50%, je sais qu'ils me disent, on regarde même pas. Quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est important de le dire, et ça me rassure, c'est vrai que c'est pour tout le monde pareil, et qu'il y a il faut vraiment défendre son truc, et que tu tombes sur la bonne personne qui y croit, quoi. Ouais, et puis des fois, à l'époque, pendant un moment, j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi à la partie administrative, qui avait été faire une demande de crédit, et du coup ça avait été recalé. Je dis, c'est impossible. Ouais. Donc j'avais été, moi, reparler de mon projet, et du coup ça avait été accepté, mais c'est parce que faut vraiment se battre, quoi. Faut rien lâcher. Faut rien lâcher, quoi, et être sûr de ce qu'on fait, quoi. T'as pris, toi, du coup, quand t'as lancé ton salon, est-ce que tu considères que t'as pris beaucoup de risques personnellement, ou en fait c'était assez chill, et puis tu t'es dit, bon, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave? Ah non, moi je suis conscient personnel surtout. Ah voilà, donc il y a quand même un risque personnel. Moi je suis en risque total. Ouais. Si je me plante, je perds tout. Moi j'ai pas de chômage, j'ai tous les crédits, j'ai tout. Ouais, donc il y a quand même un gros risque à lancer le truc. Avoir une entreprise, c'est pas si simple, hein. Ma nouvelle femme, elle qui est dans le salariat, quoi. Elle me dit, mais en fait la vie d'entrepreneur c'est un monde de fou, en fait. Bah, t'as quand même cette liberté. Je trouve, on a quand même une vraie liberté, en tout cas, dans le sens où tu te lèves le matin, tu travailles pour toi, en fait. Si tu te lèves pas, tu travailles pas. C'est ça que je veux dire. Moi aussi, j'ai connu le salariat, et à un moment, je me suis dit, j'en ai marre de me réveiller et travailler pour quelqu'un d'autre. Tu vois, c'était ça le déclic pour moi, de me dire, je me lève, je veux bosser pour moi, je fais un truc qui me plaît, et si ça marche, je pourrais gagner de l'argent avec ça. Tu vois la démarche aussi, et c'est dans ce sens où moi j'ai pris cette liberté, et que je trouve que on a quand même un peu cette liberté en tant qu'entrepreneur. Mais tu peux ne pas être d'accord, hein. Non, je trouve pas qu'on soit vraiment si libre que ça, parce que finalement on a beaucoup d'obligations. On a beaucoup plus d'obligations qu'un salarié. Tu dois rendre des comptes à tout le monde, quoi. Ouais. Tu dois rendre des comptes à l'URSSAF, aux impôts, à ton équipe. Finalement, parce que t'es responsable d'eux, t'es pas libre. En tout cas, ton cerveau, il est plus libre, je pense, quand t'es entrepreneur.
Quand t'es salarié, tu peux partir en vacances, finalement, c'est pas très grave, les dossiers, tu les laisses, si tu les fais pas, quelqu'un d'autre les fera, et voilà, quelqu'un pourra reprendre la main. Alors que quand t'es patron, tu peux pas. Tu peux pas vraiment couper. Les gens, encore cet été, je suis parti, j'ai dit à tout le monde, je pars une semaine en vacances, je recevais des messages de mon équipe qui me calaient des rendez-vous d'une heure, je dis, mais je suis en vacances, ils me disaient, c'est juste une heure. Ça va être rapide. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. De ce côté-là. Et donc, du coup, ouais. Je trouve que finalement, la liberté que tu as, si tu n'as pas envie d'aller travailler un matin, oui, tu vas pas. Mais il va falloir que tu récupères dans la journée. Hein. Donc, ça sera le soir que tu vas récupérer. Quoi. Tu trouves que ta vie est devenue vraiment différente une fois que tu as été chef d'entreprise ? Ouais, bah oui, ma vie, elle est devenue différente. Donc, tu t'es trouvé moins libre, du coup, quand tu as monté tes business. Moi, ma vie tourne autour de mon taf. Ouais. Oui, ça, c'est évidemment. Donc, du coup, si ça va pas au travail, ça va nulle part. Quoi. Et si ça va bien au travail, ça peut aller à côté, mais pas sûr. Mais, oui, c'est sûr. Mais donc, du coup, je trouve que on a toujours les images du patron un peu cool, qui fait ce qu'il veut, qui livre. Alors que finalement, je trouve que c'est quelque chose qui est assez... Il y a une pression. Supporter, quoi. Il y a une grosse pression qu'il faut supporter à peu près tout le temps. Et ça, les gens peuvent pas forcément s'en rendre compte quand des fois, tu as des mois qui sont difficiles, comme dans toutes les entreprises, et tu arrives à la fin du mois, tu dis, wow, je dois payer tout le monde. Quand tu as eu la crise du Covid, et qu'on paye l'URSSAF, et que le lendemain, on nous dit... vous êtes fermé. Vous êtes fermé, et tu te dis, comment je vais faire là pour tous les salaires, là, les loyers, les machins, les trucs. Ça, personne ne s'en occupe de ça. En fait, toi, c'est ça qui est toujours... Des fois, même si les mentalités changent, j'ai toujours l'impression d'avoir le méchant patron en France. Et ça, c'est un peu chiant. Ah ouais, t'as cette impression-là. J'ai toujours un peu l'impression d'avoir ces méchants patrons qui se gavent, quoi. Ouais, bon, c'est peut-être qu'on n'arrive pas à faire passer les messages en fait, déjà on est comme vous, et puis on a... Pas dans mon équipe, hein. Ah, tu parles de quoi ? Mais du maire général. Ah oui, d'accord, de l'image du patron, tu veux dire ? L'image du patron, du maire général. Ah oui, d'accord. Oui, ouais, c'est vrai. Après, il faut arriver à essayer de faire passer, je sais pas, des messages pour que les gens arrivent à comprendre en fait la position qu'un patron a aujourd'hui et les risques qu'il a pris et le stress qu'il peut y avoir aussi, mine de rien. Mais parce que peut-être qu'on a cette image aussi des mecs, des Jeff Bezos, peut-être que pour les gens de grand public, c'est ça. Le petit patron de la PME qui est juste et qui a du monde à charge, etc. et qui paye, parce que, on va pas se mentir, c'est quand même ces sociétés-là qui payent le plus. Oui. Les gens, effectivement, ça ne le savent pas. Non, en vrai, il y a une vision qui est un peu biaisée du patron, où vraiment, tu as l'impression que quand il y a 100 € qui rentrent, il y a 100 € qui est pour la poche du patron. Mais pas du tout, loin de là. Loin de là, ça faut bien le dire. Ouais, non, mais c'est sûr. Alors, pour ceux qui connaissent pas les salons, comment aujourd'hui tu présenterais Bonhomme ? Bonhomme, je le présenterais comme un salon de coiffure homme, barbier. Ouais. Et qui a une vocation à répondre aux problèmes des hommes. Donc les poils, par exemple pour l'esthétique ou les soins du visage, mais aussi la trichopigmentation pour les mecs qui ont un début de calvitie ou qui ont une petite perte de densité ou qui ont une calvitie, du coup pour avoir un effet rasé. C'est un vrai problème pour plein de mecs et donc nous on y répond depuis 2020 aussi. On a formé 4 mecs en Belgique chez le champion du monde de la dermopigmentation. C'est quoi c'est une sorte de tatouage de... C'est plus du maquillage permanent. Ok. Comme pour les sourcils, mais avec une technique très particulière, des machines particulières, des aiguilles. Voilà. Du coup, on recrée un trompe-l'œil en faisant des cheveux. À vie ? Non, ça dure à peu près 2 ans. Ok. À tous les 2 ans, tu dois faire des retouches et si t'arrêtes, ça s'estompe naturellement. Quoi. Ok. Ah oui, ok. Tu redeviens chauve. Donc ça, vous proposez ça aussi dans vos salons. Donc l'idée, c'est ça, c'est plutôt de décomplexer en fait la beauté masculine. Voilà, on peut en parler, c'était un problème. T'as les cheveux gras, pellicule, tu viens chez moi, on en parle, tranquille, il n'y a pas de problème. Ok. Est-ce que tu considères Bonhomme comme un salon premium ? Ouais. Je pense que je le considère comme un salon premium, mais un truc abordable en même temps. Mais oui, je pense qu'on est dans un salon premium, on a des beaux emplacements, on a des beaux salons, on a du beau matériel, on a des super équipes. Ils sont tous formés, sont tous spécialisés sur des trucs. Et de plus en plus, il y en a de plus en plus de mecs qui postulent chez nous parce qu'on a une image qui est de plus en plus propre. En tout cas, peut-être qu'on n'était pas assez connus, maintenant on commence à être un peu connus. Et on a vraiment des très beaux profils qui nous rejoignent. Quoi.
t'es hyper vigilant sur les recrutements, du coup. Je suis hyper supervises tout. vigilant sur les équipes. Et sur les recrutements, c'est moi qui les fais. Ah d'accord, ok, ouais. Sur tous tes salons. Sur tous mes salons, c'est moi qui recrute. C'est important pour toi quand même de garder la main là-dessus. Ouais, et puis oui, c'est hyper important. Et puis j'ai une espèce de sixième sens qui se fait, je le sens ou je le sens pas. Feeling. Ouais, j'ai un feeling, voilà, c'est ça. C'est le mot que j'ai cherché. Ouais. J'ai vraiment ce feeling de... il marchera avec nous, il marchera pas avec nous. Ok. Mais donc de tout le monde, du manager au coiffeur. Les managers, ils sont déjà chez nous. Les managers, c'est que des gens qui sont chez nous qui doivent monter en compétences. Ouais. Donc ça, on les connaît bien. On les a détectés, on a vu qu'il y avait un potentiel. Et les coiffeurs, sinon, c'est moi qui les embauche. Alors, d'abord, je fais les premiers entretiens, puis après, il fait une journée dans les salons où là, les équipes valident ou pas le profil. Ouais. Mais généralement, quand c'est pas moi qui ai embauché, ça marche pas très bien. Alors, Bonhomme, donc, je trouve aussi que moi, l'image que ça donne, en tout cas, et pour venir chez vous, c'est vrai que c'est premium, on s'y sent bien. Tu sais, en fait, la coiffure, c'est quand même très personnel. Parce que tu vas chez un coiffeur, t'arrives à Paris, tu vas chez un coiffeur, moi j'en ai fait 3-4 avant de trouver le truc. C'est comme un bon dentiste. La coiffure, c'est très perso. Et en fait, il faut que la personne arrive à te comprendre. Le coiffeur, il faut qu'il arrive à te comprendre, te dire en fait, je veux ça, donc tu montes une photo, un truc. Mais le mec, il te rate. T'as plus envie d'aller chez lui, quoi. Non, mais c'est vrai. Et moi, c'est ce qui s'est passé sur des salons avant. Et j'ai été attiré par Bonhomme parce qu'il y a aussi ce côté quali dans l'image que vous véhiculez, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur le commerce en lui-même. C'est clean, c'est épuré, c'est élégant, quoi. Tu vois, ça fait un peu luxe quand t'arrives sans ce truc, sans être non plus dans un truc hyper non plus, comment j'allais dire, très, très arrogant. C'est, je trouve, vraiment juste ce qu'il faut dans la proposition. Merci, parce que c'est exactement ce qu'on veut. En fait, on veut une belle proposition. Franchement, on fait très attention au matériel qu'on utilise, encore une fois, aux produits et aux coiffeurs qui travaillent avec nous. Ouais, c'est important. Et donc, du coup, moi, je défends l'artisanat et donc, du coup, le savoir-faire. Donc, j'ai pas envie de brader non plus les services et le travail des coiffeurs. Mais en même temps, je veux pas non plus avoir un truc chiant avec le petit doigt sur la couture, les machins. Donc, on veut vraiment des salons qui soient cool, mais pas branchés. C'est hyper important. On veut pas de mode. C'est une bonne différence, ouais. Et surtout, on veut qu'il y ait un bon service et que voilà, t'ailles pas dans des salons haut de gamme où le mec il te vous voit. Oui. Voilà, cher monsieur. De la musique classique en fond. Là. Pas du tout, on veut que le mec soit. C'est chill, quoi, c'est détente. Ouais, c'est détente. Mais t'es bien. Ouais. Ouais, non, mais c'est ce que c'est ce que tu ressens et ton coiffeur, tu vas le voir souvent. Donc tu vas y revenir souvent. Donc en fait, faut se sentir bien tout de suite. C'est ça qui est important. Et je pense que c'est là où il faut être fort dans la création du salon, de se dire ok, comment je vais déjà, est-ce que tu l'as fait en fonction de toi, en mode ok, là moi dans ce salon je me sens bien, donc si moi je me sens bien, est-ce que t'as pensé comme ça un peu le truc? Moi je pense toujours comme ça. En fait, encore une fois, je suis basique, donc du coup quand je visite un local, je dis est-ce que moi je viendrais ici? Déjà, est-ce que je viendrais dans le quartier? Ouais, tout le temps. Et après, je rentre, et si je venais, est-ce que je fais ci? Oui, non, et voilà. Et c'est comme ça. Et après j'aime bien réagencer les salons. C'est moi qui fais les plans. Souvent, j'ai un architecte ou un déco. Ouais. Mais je dis, voilà, je veux ça là, je veux ça là. Donc, tu fais toute la DA aussi du salon Alors, moins maintenant, mais je fais les grandes lignes. Ouais. Et maintenant, je fais venir une équipe de déco après les ouvertures. Que vous n'avez pas en interne. Qu'on n'a pas en interne. Parce que là, je me suis dit, c'est quand même. C'est costaud, Bonhomme. Hein. Sur l'équipe de déco et les archis et tout. Mais ça pourrait devenir. En fait, c'est un truc que je pourrais envisager. Je me dis, si on continue de grossir, et de là où j'aimerais amener le groupe et de la manière dont j'aimerais l'amener, c'est quelque chose qu'on pourrait penser avoir quelque chose en internalisé. Vraiment, avoir. Si t'as beaucoup d'ouverture, oui, au final, c'est plus rentable. Hein. Puis même refaire, en fait, très, très souvent, refaire l'intérieur des salons, parce que finalement, si tu veux 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah oui. Si tu as la même déco tous les ans, toi, t'as envie de nouveauté, quoi. Je vois. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que ce truc-là, comme je le disais, on vient quand même souvent chez le coiffeur. Quand t'as trouvé ton coiffeur, t'y vas quand même assez souvent, 1 à 2 fois par mois pour un mec, ou peut-être plus d'ailleurs, pour ceux qui vont faire d'autres soins. Mais peut-être que t'as raison, du coup, c'est un peu comme chez soi, on a envie de bouger les meubles des fois de place. Ouais, c'est ça. Alors peut-être pas tous les 3 mois, mais au moins, je pense au minimum tous les 4 ans, on dirait, c'est sûr qu'on refait les salons.
Et ouais, au minimum tous les 4 ans, on refaire le truc. Donc, tu vois, ça peut aller assez vite d'avoir des gens en interne. Puis si tu refais les vitrines tous les 2-3 mois, selon la saison, c'est pareil, ça peut vite voir le coup. Alors, tu sais que quand je discute avec... moi, je suis du sud-ouest de la France. Quand je discute avec mes amis ou même de la famille du sud ou d'Auvergne, et que je leur dis, ah, mais moi, j'ai trouvé un coiffeur et tout, et je leur donne les tarifs. Ils disent, mais tu te rends compte, tu payes alors 2 fois le prix qu'on paye, que eux payent, ou même toi tu fais coiffer, je pense, moi à l'époque je me faisais coiffer pour 10 €, tu vois ce que je veux dire. Donc alors moi j'ai aucun problème avec ça, parce que j'aime aussi les services premium, et je suis prêt à dépenser un tout petit peu plus pour me dire je me sens bien et j'ai ce que je veux, parce que c'est important la coiffure aussi, et que j'ai trouvé un mec qui sait parfaitement ce que je veux, etc. Mais c'est vrai, j'aimerais que tu expliques, toi avec tes mots, pourquoi est-ce qu'à Paris on a vraiment une obligation, et comment vous travaillez vos tarifs aussi, pour expliquer peut-être à ceux qui se disent en fait moi une coiffure c'est 10-15 €, mais pas plus, quoi. Tu vois, je donne pas les tarifs enfin, ils sont publics, hein, vos tarifs de toute façon, mais tu vois, expliquer vraiment ce truc de... Parce que moi, j'arrive pas à l'expliquer à ma mère, par exemple, qui me dit, mais t'es malade de payer autant pour aller chez le coiffeur? Non, déjà, il y a un truc qui est simple, il y a le prix des loyers. Oui, mais c'est pour ça, c'est ça que je veux que tu expliques. C'est qu'en fait, Paris, ça n'est pas la même chose. Déjà, le prix des loyers, moi, j'ai des potes qui ont des salons, ils sont là, putain, je paye un peu cher, je suis à 900 balles par mois. Ok. 900 balles, moi, je pense que le plus petit salon que j'ai, c'est Trévise, il doit faire 25 mètres carrés. Je dois être à 2006 de loyer par mois. Non, mais Paris, c'est... Donc déjà, le loyer, c'est une grosse partie. Une grosse charge, ouais. Une grosse charge. Deuxièmement, on a des beaux salons, donc les travaux à financer, ça coûte cher. Ouais. Parce que quand on récupère un local, nous, on met la cellule complètement à plat, et on refait tout, électricité, plomberie, tout, pour être sûr clean, que pas de bricoler, parce que quand tu essayes de bricoler, très vite, ça recasse par derrière avec un autre truc. Donc il y a ça, et puis il y a nous, sur la coupe que tu payes, il y a je peux le dire, c'est 37 € la coupe homme, ce qui n'est pas non plus fou à Paris, hein. C'est pas non plus délirant. Il y a la moitié des 37 € qui partent rien que pour le salaire. Ouais, c'est ça qui est important de dire. Voilà. Mais déjà, tu mets salaire plus charge, plus la TVA, plus tout ça. Non, mais quand tu rajoutes et puis il y a des impôts accessoirement. Non, mais déjà sur les 37, il y a 7 €. 7 € quasiment qui partent juste de TVA. Donc il reste plus que 30. Sur les 30, il y a 15 qui partent pour le salaire. Ouais. Après, il y a 3 € qui partent pour les produits qui ont été utilisés. Ouais. Ça va très vite. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a le stock aussi, la marchandise. Qui est... Il y a 6 € qui partent pour le loyer. Voilà, c'est à peu près ça. Donc tu fais le calcul et en fait, il reste pas grand-chose à la fin. Mais alors, comment ils font les salons qui font des coupes à 10 €? Parce qu'il y en a à Paris, hein. Il y en a, mais... Ou ils payent très mal, peut-être, les... Ou alors, est-ce que tout est déclaré? Pardon, c'est vrai, j'avais oublié ce détail, c'est possible. Non, mais grosso modo, c'est à peu près ça, le fonctionnement des mecs qui sont comme ça. C'est sans rendez-vous, hein, en tout cas. C'est sans rendez-vous, c'est sans machine à carte bleue, voilà. Et souvent c'est une journée ou deux déclarées à l'URSSAF, au SMIC minimum, et tout le reste c'est que du black. Puis les mecs qui sont ouverts, j'en ai pas loin de chez moi, ils sont ouverts, mais je ne sais pas quelle heure le soir. Ça, l'ouverture le soir. De tout. Mais il n'y a pas de réglementation. Ouais. Si l'inspection du travail mettrait un peu plus son nez là-dedans, ça irait. Mais c'est ouvert le dimanche. Nous, on n'a pas le droit d'ouvrir le dimanche. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir le dimanche? On a le droit d'ouvrir de temps en temps, 5 samedis par an, sur autorisation préfectorale. Ça doit être payé double et une journée récupérée en plus. Donc, du coup, vous avez une convention particulière qui est quand même assez stricte, du coup. C'est assez strict. Donc, du coup, quand je vois que des salons sont ouverts le dimanche, ça fait chier parce qu'en fait, t'as l'impression de pas jouer à armes égales. Ouais, c'est ça, ouais. Tout le monde ne joue pas dans le même cours. Quand t'as 50% d'URSSAF sur un salaire, puis tu rajoutes la TVA, tu te dis, déjà, tu peux enlever 70% de charge, quasiment. Ouais, bien sûr. Après, je pense que les gens... 70, mais tu peux enlever au moins 50% de charge, rien que ça. Tes clients voient la différence quand même, et clairement... vous n'avez pas les clients que ce genre de salon... Non, après, moi, je m'en fous un peu, mais effectivement, c'est pas notre clientèle, mais il y a quand même un côté injustice qui peut être un peu marré, parce que du coup, tu vois, par exemple, la réflexion,
t'es cher par rapport à lui qui a 10 balles, ouais, mais on fait pas le même taf. Quoi. Non, c'est sûr, c'est pas la même prestation. Non, c'est pas la même prestation. Faut savoir ce que tu veux après aussi, c'est sûr. Tu sais combien il y a de salons de coiffure à Paris en tout ? À Paris ? Ouais. Non. Parce que, genre des restos, je crois qu'il y en a plus de 16 000, mais je me demande les salons de coiffure, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais en vrai, je sais pas combien vous êtes. Il y a, je sais pas, je sais qu'il y a 100 000 salons de coiffure en France. Ouais. Il y en a, je crois, 20 000 de trop, 20 ou 25 000 de trop. De trop. Il y a trop de salons de coiffure en France. Ah ouais, par rapport à la population ? Par rapport à la population, il y a trop de salons, puis même par rapport à la main-d'œuvre, il manque plus de 20 000 coiffeurs en France. Ah ouais. Donc c'est un peu le nerf de la guerre, le staff. Ok. Mais à Paris, exactement, je sais pas. Ok, ouais, c'est une question que je me posais. Peut-être que tu avais la stat, mais. Je pourrais avoir la stat assez facilement, mais je me suis jamais vraiment posé la question en fait. Ouais, ok. Est-ce que toi, du coup, tu te fais coiffer exclusivement dans tes salons ? Ouais. Oui. T'imagines, il va aller chez les autres salons de. J'ai voulu, mais je l'ai fait une fois, je me suis fait détroncher. On m'a dit, mais c'est pas le mec de Bonhomme, toi ? Ah ouais. Ah merde. Donc, du coup, ça m'a grillé. Ça m'a un peu saoulé, je me suis senti un peu honteux. Donc je le fais plus. Tu vas des fois en client mystère, enfin ça se trouve tout le monde te connaît en fait, et tous tes salariés te connaissent. Ouais. Donc tu peux pas y aller en client mystère. Je peux pas y aller en client mystère, mais j'ai plein de potes qui viennent, donc du coup c'est eux qui font les clients mystères tout le temps. Quoi. Ouais. Ça j'ai beaucoup de potes entrepreneurs qui font ça dans leur boîte. C'est bien, je trouve, c'est important de le faire, je pense, pour voir si la qualité de prestation est toujours la même au fil de l'année. Sans être du flicage, mais pour vraiment assurer un truc. Forcément, quand je rentre dans un salon, tout le monde est un peu au garde à vous d'un seul coup. Ouais. Ce qui est normal. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, je vois pas réellement comment ça se passe. Oui, c'est pas la même expérience. Mais comme j'ai pas mal de potes qui vont dans pas mal de mes salons, j'ai toujours des trucs. T'as des petits retours, quoi. J'ai toujours des retours. Après, t'es très proche, je sais, de tes équipes. Bah là, on est un jeudi, vous faites la réunion tous les jeudis avec tes managers, en tout cas. Et ça, je trouve que c'est aussi un truc... c'est important pour un patron d'être... parce que tu parlais tout à l'heure des patrons, cette image du patron, oui, l'image du patron blindé qui s'en fout. Bah justement, non, toi, t'es tout le contraire. Dis-moi si je me trompe, mais visiblement assez proche de tes équipes et à faire un point de manière hebdomadaire aussi sur tout ce qui se passe dans tes salons. C'est ça, parce que t'as besoin d'être au courant de ce qui se passe. Bah, moi, oui, c'est peut-être mon truc. Après, c'est vrai que je suis assez proche de mes équipes. Je vais très vite prendre des verres avec eux, je rigole. En fait, j'ai besoin d'eux. Déjà, ils sont sympas. C'est toi qui les as recrutés, donc oui, normalement. Non, mais ils sont très sympas, je m'entends très bien avec eux. Je pense qu'il y a peu de staff qui m'aiment pas chez moi. Je sais même pas s'il y en a qui m'aiment pas, mais je me la raconte un petit peu. Je suis aimé de tout le monde. Non, mais je pense que les mecs qui m'aiment pas, ils restent pas dans le groupe. En fait, je suis très proche. Je prends des verres régulièrement avec eux. Ouais. Oui, en dehors du côté pro, purement pro. Je leur parle de leur vie, de ma vie. On parle de tout. Quoi. Il y a pas que. Non, c'est un peu. C'est un peu une famille, mais c'est pas un bon terme. C'est un groupe, quoi. C'est un bon crew, quoi. Ouais. Et les décisions sont prises de manière horizontale. J'ai une vision, et maintenant je suis un peu vieux, donc j'estime que je suis un peu vieux dans la coiffure, donc je leur demande à eux. Ah oui, dans la coiffure. Dans la coiffure, je suis un peu vieux, donc toi ce midi, j'ai été avec eux, et il y en a qui sont venus dire faudrait faire ça, d'autres qui ont dit non, on a fait un vote, voilà. Ils t'apportent des idées aussi, en fait. Oui, ils m'apportent des idées, ils m'aident à gérer, ils me disent que je fais de la merde. Voilà. Il y a une vraie transparence, quoi. Ouais, non, c'est quand on fait les business plans où ils sont là, donc il y a les comptables, on leur dit voilà combien on a gagné cette année, combien on a perdu. J'ai pas. Ouais, t'es transparent en fait sur la vie de la boîte. Ouais. Je pense que c'est important parce que c'est eux la boîte. Moi tout seul, je ferais pas grand chose. Hein. Donc, tu pourras pas être partout, ça c'est sûr. Non. Tu fais plus du tout de coiffure ? J'en fais très peu. Il y a trop de contraintes. Il y a des horaires, ça me. Ah oui, c'est vrai que monsieur n'aime pas les contraintes. Je supporte pas ça. Non, mais. Quand tu bossais chez Begin, t'étais bien obligé de te plier aux contraintes. C'est peut-être à cause de ça d'ailleurs. Parce que moi, je faisais du 6/7, je faisais du 9h, 21h. Tu vois qu'on a une liberté quand on est patron. On peut se lever quand on veut. Est-ce que tu dis les contraintes d'horaire ? Et là, tu me dis justement que toi, tu serais avec des horaires trop contraints. Non, mais j'ai des contraintes. Hein. Le matin, j'ai des rendez-vous, donc il faut que je sois à table. Faut que je me lève. C'est sûr que des fois, je peux décaler d'une demi-heure, ou d'une heure, c'est pas très grave. Ou si j'ai envie de faire du sport, je vais faire 1 heure de sport et je reviens après. Donc oui, non, mais il y a des avantages, mais t'es pas si libre que ça. Quoi. T'es
t'as peut-être un planning plus flexible. Ouais. Oui, c'est ça. Mais oui, après, t'as quand même de la pression. Alors, quand tu parlais tout à l'heure des prestations que vous proposez, moi, je trouve ça génial, justement, de vraiment débrider tous les soins pour les hommes. Ça se fait de plus en plus. Tu parlais d'épilation, c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Et toi, ça a été aussi une clé pour ta démarche de te dire, je voulais me faire épiler le dos. Du coup, il faut que je monte mon truc parce que voilà, c'est relou que ce soit ma femme qui m'épile le dos. Mais il y a ça et il y a aussi, moi j'ai appris, je savais pas, mais la manucure, du coup, pour les mecs. Mais en quoi ça consiste? Parce que moi, les ongles, je t'avoue, c'est pas. Je prends soin de moi, mais c'est vrai que les ongles, j'y ai pas encore touché, tu vois. Je me les coupe, mais c'est tout. Vas-y, fais voir tes mains. Voilà, je te montre mes mains. Bon, tu vois, ça là, toutes ces petites peaux là. Oui. Et ça, en fait, ça s'appelle des cuticules. D'accord. Ok. Et ça, en fait, quand t'as une manucure, en fait, on va décoller un petit peu ta peau de l'ongle. Oui, je teste. Et on va faire en sorte que toutes les petites peaux qui sont un peu mortes, d'accord. on les enlève, on va les limer, ça va être joli, bien lisse. Et voilà. Mais ça doit être agréable en plus, non? C'est hyper agréable, ouais. Ok. Tu m'as convaincu. Après, faut faire attention parce que tu vois, tu peux rendre les ongles très brillants aussi. C'est pas le but pour un mec. Faut pas quoi. Ok. Faut quelque chose de très naturel. C'est vraiment le soin de l'ongle en fait. Voilà, on travaille de manière différente entre l'homme et la femme qui elles vont préférer avoir des ongles très brillants et de ça. Ok. Mec, moi, mais du coup, on fait juste les mains très propres quoi. Ok. Du gommage des mains, un petit massage, hop. C'est vraiment du soin à part entière sur. Ok. Et ça c'est pas mal. Et du coup, tu vois, par exemple, il y a des maisons, les maisons de luxe, notamment les joailliers, tous les mecs, ils ont des manucures parce qu'ils doivent avoir les mains parfaites quand ils présentent les montres ou les bijoux. Quand t'as un métier de main, bien sûr. Des trucs comme ça. Ah ouais, ok. Ok, tu vois, tu m'apprends un truc parce que j'ai découvert ça quand j'ai appris que vous faisiez ces prestations-là. Je dis tiens, c'est curieux quand même. Je serais curieux de voir. Mais du coup, je pense que je vais tester pour voir. Après, c'est peut-être le truc aussi où tu commences, tu testes, tu dis putain, je peux plus m'en passer. Après, tu y vas tout le temps, quoi. C'est ça. Non, mais alors, par contre, on le fait pas dans tous les salons. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Là, moi où je vais, ils le font pas, ouais. Non. Tu peux essayer, mais je te garantis pas le résultat. Non, je pense qu'il va avoir noir si je demande ça. Mais ouais. Et du coup, ça m'a donné envie parce que. Alors, vous avez des spas aussi? Vous avez un spa? C'est ça, c'est l'Institut. C'est l'Institut qui est donc. Qui est rue Montorgueil. Donc, c'est le premier. Rue Saint-Denis. C'est le premier que tu as monté. Ouais. Et donc là, tu as fait vraiment un espace spa aussi. Qu'est-ce qu'on peut venir faire exactement chez toi là-bas? Alors, on peut. Voilà. Plein de choses. Manucure. On peut y passer la journée? On peut y passer la journée. Ah ouais, carrément. On a des mecs qui viennent régulièrement, qui bookent 6 heures. Quoi. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est leur journée, ils font leur truc. Détente, ouais, trop bien. Ok. Je sais pas si c'est vraiment détente. Épiler, je suis pas sûr que ce soit hyper détente. Ça dépend, il y en a qui aiment ça, je pense. Oui, je pense qu'il y en a qui aiment ça. Ils sont un peu déçus parce que du coup, on a pris une cire qui fait pas mal, qui a été inventée pour les hommes, qui fait pas mal du tout. Ah ouais, parce que alors moi j'ai fait une fois sur les joues pour la barbe. Je sais plus, j'avais fait ça ici Moulinou, je sais plus comment il s'appelait le salon. Je l'ai fait une fois. Ouah, c'était ça picote un peu, mais ça. Non, mais moi j'avais douillé vénère. Franchement, j'étais en mode mais plus jamais je fais ça. Alors qu'en fait, c'est quand même génial parce que comme tu dis, pendant 3 semaines t'es tranquille, après t'épiles un peu vite fait les trucs. Mais la première fois que tu le fais, c'est quand même. Alors c'est peut-être pas la même cire qu'ils avaient aussi, hein, certainement. Mais après, si tu parles d'une cire qui il y a est la douce, technique aussi de la manière de bien sûr, on le fait. On sait que les hommes on est un peu douillés, donc du coup faut faire attention. Mais par exemple pour le dos, on a une cire qui s'appelle l'évolution ou révolution, je sais plus, évolution. Ouais. Du coup, elle fait pas mal du tout, presque pas mal quoi. Et en plus, elle évite les petits boutons à la repousse. Ça c'est pas mal. Tu t'attendais pas à parler de cire dans ton podcast? Hein. Non, mais ça concerne tout le monde, donc je suis très content d'en parler. En même temps, on parle de soins, et je pense que des gens qui écoutent aussi cette émission vont se dire oui, ou alors vont avoir le déclic, vont se dire enfin j'essaye quand même, mais pourquoi pas? Non, mais il y a plein de potes. À chaque fois que je mets une vidéo où on me pose sur nos réseaux une story d'un mec qui se fait épiler le dos, il dit il faut vraiment que je vienne. Bah ouais, c'est sûr. Mais on a les cyclistes qui se font les jambes. On fait toutes les épilations vraiment sans tabou. Tout. Mais quand tu dis spa dans ton institut, c'est quoi spa? T'as hammam, sauna? Non, rien à voir. J'ai pas souvenir d'avoir dit spa, mais. J'ai pas vu spa, peut-être j'ai vu spa, peut-être une connerie. On évite de dire spa parce qu'on n'est pas un spa, on est plutôt un institut quoi. Ok, ah non, moi j'ai peut-être inventé spa, je suis désolé. Peut-être qu'à l'époque on s'est un peu raconté aussi en disant qu'on avait un spa. Donc institut, c'est un mot, institut de beauté. Voilà. Ok, donc c'est bien de préciser. Voilà. Donc on fait manucure, pédicure, épilation, soin du visage, soin du corps, soin du dos, gommage du corps, c'est hyper bien ça, hyper agréable. Et c'est bon pour la peau, je crois. Bah ouais, en fait on t'enlève toutes les petites peaux mortes, donc après t'as la peau toute douce et tout, c'est incroyable. Ouais. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc ça, on peut le retrouver dans l'Institut, donc rue Saint-Denis. Alors j'ai vu un autre truc. Tu vois, on va sortir un peu du soin et de notre corps. On va reparler un peu
du business. J'ai vu que vous imposez sur Planity. Alors, c'est une plateforme de réservation Planity pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de réserver. Donc, c'est une appli, etc. Prendre des rendez-vous. D'ailleurs, pas que chez le coiffeur. Hein, je crois qu'il y a plein de. Tu peux prendre rendez-vous. Tatoueur aussi, je crois. Un peu à la Doctolib, etc. Et donc, sur cette plateforme de réservation, ce que je trouve bien, c'est que vous imposez de payer la moitié de la prestation. Et je t'explique pourquoi je trouve ça très bien, parce que je trouve que c'est hyper engageant. Et je faisais le parallèle avec Doctolib, parce qu'on entend beaucoup parler, justement. Alors, il y a eu cette taxe, comment il appelait ça, le Premier ministre, il avait parlé d'un truc lapin, une taxe lapin ou un truc comme ça, je sais plus comment c'est une taxe ou autre chose. Parce que justement, il y a beaucoup de rendez-vous médicaux qui sont pris et que les gens n'honorent pas. Est-ce que toi, tu avais pris cette décision-là parce qu'il y a beaucoup de no-shows justement et que tu en as eu marre à un moment que les clients ne viennent pas, prennent des rendez-vous, bloquent des journées, ne viennent pas. Quelle a été la réflexion en fait sur ce truc de dire je vous engage, vous payez un acompte, enfin la moitié du coup, pour vous assurer de venir le jour de la prestation. Non, mais c'est ça, en fait on avait à peu près 20% de no-shows. Ouais. C'est énorme. Ouais, ce qui est énorme, ouais. C'est énorme, donc du coup on s'est dit mais c'est plus possible. Ouais. Puis les mecs, ils donnaient un faux rendez-vous, un faux numéro de téléphone, tu les appelais, ils raccrochaient. C'était un enfer. Donc du coup, on a décidé de mettre un acompte 50%. Voilà. Tu préviens dans les temps, c'est pas... Ah, puis les gens prévenaient pas, surtout. Oui, c'est ça. Le respect n'existe pas j'ai oublié. à ce moment-là. Mais mec, on t'a envoyé un texto hier encore et ce matin pour te rappeler ton rendez-vous. Donc dis pas que t'as oublié. Donc oui, c'était vraiment fait pour ça. Et j'en ai parlé avec des potes qui étaient restaurateurs et eux, ils avaient mis ça en place... parce que c'est vrai qu'il y a les restaurants aussi, t'as raison. Hein. Ouais, mais parce que lui, il avait des beaux restos et du coup, il s'était aperçu, il avait plusieurs restos. Il s'était aperçu un jour que les mecs, ils avaient réservé dans tous ces restos. Même nombre de personnes, même nom, même le même jour. Le même jour, à la même heure. Et en fait, lui, il s'est aperçu que du coup, les mecs, selon le temps ou l'envie ou les trucs comme ça, bah, ils choisissaient le resto au dernier moment. Ah d'accord, parce que je pensais, j'allais dire, c'est des concurrents, ça se trouve, qui bloquent les trucs, mais pas non, du pas tout. du tout. Mais j'ai appris que ça se faisait aussi sur Airbnb. Les mecs, ils bookent plusieurs maisons. Ouais. Et selon le temps, au dernier moment, ils changent, quoi. Tu sais, avec les annulations souples. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est dingue, ça. Et donc, du coup... les techniques. Waouh. C'est chaud. Et un peu, ça se trouve, il y en a qui vont dire, putain, j'ai jamais pensé à faire ça, mais oui, c'est trop bien. Ouais, t'as peut-être donné des idées, là. Attention, merde. Allez. C'est pas bon. Et du coup, nous, on a mis des règles. Ouais. Voilà. Dès le départ ou non? T'as eu expérimenté ce truc-là? Non, t'as dit, je l'ai fait. On a eu plein de gens qui se sont plaints. Ouais. Bah, oui, jamais je paye avant d'aller chez le coiffeur. Je dis, tu commandes ta nourriture chez Deliveroo. C'est fou ça qu'on dise ça. Chez Deliveroo, tu payes avant. Oui. Ça te pose pas de problème, toi? On me dit, c'est vrai, bah voilà, c'est pareil chez nous. Toi. Ouais, je pense que ça peut devenir une norme. Ce serait bien en tout cas. Si ça va pas, on te rembourse, c'est pas grave. Mais... Oui, voilà. Enfin, après, tu fais des conditions. C'est sûr que s'il annule 2 heures avant, c'est quand même compliqué. Mais si c'est avant, parce que tu as le droit d'annuler, évidemment. Oui, tu as le droit d'annuler. Mais en plus, nous, je crois qu'on est un peu cool. Je crois que pour les hommes, on laisse 2 heures. Pour les femmes, c'est plus compliqué. C'est 24 heures. Mais parce que c'est des gros créneaux, souvent. Ouais, bien sûr. On a des salons qui sont spécialisés en couleur. Donc, ouais, ça te bloque beaucoup d'heures. Ouais. 5 ou 6 heures. Ouais, donc tu peux pas. T'imagines, la personne ne vient pas, t'as perdu. On devient fou. Donc oui, non, mais ça c'est. Je trouve ça, voilà, en tout cas, et pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être comprenaient pas aussi pourquoi ça existait, voilà, je pense qu'on vous a donné un élément de réponse. Ah aussi. Non, mais 20%, c'est énorme. Ouais. C'est pas de ouais, non, et ce serait bien que ce soit aussi le cas dans d'autres services. Bizarrement, on a plus de personnes qui viennent plus. Bah, c'est normal, ça t'engage quand même. Ils viennent tout ça. Ça t'engage, donc c'est je pense une bonne décision. Est-ce que toi, t'as dans ton équipe, alors t'as pas d'archi, encore pas de décorateur, est-ce que t'as une équipe marketing, communication qui s'occupe vraiment de gérer ça? Parce que j'ai vu quand même, vous gérez quand même très bien vos réseaux sociaux, même les relations presse, etc., influenceurs. T'as une grosse équipe qui gère ça? J'ai une directrice communication. J'ai 2 CM et 2 alternantes. Qui ne sont pas coiffeurs du tout. Qui ne sont pas coiffeurs. Qui sont dans des bureaux, qui s'occupent de. Ou non, qui font ça de chez eux. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup de gens dans les bureaux. Aussi, il y a l'alternante. Il y a les CM qui passent jamais. D'accord. Voilà. Et on a une freelance. Donc, les community managers sont en freelance. On a un mec au marketing. Ouais. Et on a une freelance aussi pour l'événementiel et relations presse. D'accord. Donc, bonne équipe quand même. Ouais. C'est important pour toi d'avoir quand même une team comme ça. Peut-être parce que je suis un peu feignant. Et donc, du coup, non, mais en vrai, je me dis que c'est leur métier, ils font ça bien. Moi, ma vraie valeur ajoutée, c'est d'être dans les salons, quoi.
Donc passer du temps au bureau pour gérer ça. Donc tu leur fais confiance. C'est eux, parce que bon, t'es avec des porteurs d'images, des influenceurs que vous faites des petites soirées, je crois, de ce que j'ai vu aussi des fois, influenceurs, vous faites venir des mecs pour faire parler du salon et tout. Donc je pense que c'est hyper intelligent de le faire aujourd'hui et indispensable. Ouais. Aussi pour un salon qui se veut un peu dans... Je sais pas si c'est indispensable, vraiment. C'est un peu le truc où des fois je me bats un peu avec eux en disant on n'a pas forcément besoin des influenceurs, ce qu'on veut c'est faire savoir ce qu'on fait, quoi. Tu vois, moi j'essaye de travailler comme un petit salon de quartier, toi. Ah ouais. Et je pense pas qu'on ait vraiment besoin de tout ça. C'est un plus. Si ça marche, mais c'est pas mesurable, on sait pas si ça marche ou pas. Ouais. Oui, t'as pas la conversion, tu sais pas si t'as des retombées vraiment, quoi. Non, donc vraiment, je sais pas si c'est si pertinent et si puissant que ça. En tout cas, j'ai pas vu quelque chose pour l'instant avec qui me permette de dire voilà, les influenceurs, c'est un truc de fou. Par contre, les moments conviviaux, et il faut faire de l'image et il faut faire du nom. Donc oui, c'est sûr qu'on le fait un peu, mais c'est un peu comme dans Inception, quoi, mais la petite graine qu'on répète tout le temps, quoi. Ouais, bien sûr. Mais je vois, tu vois, je vais sur Insta, là, le Bonhomme Paris, quand même 12 000 followers. Toi, ça fait quand même une petite communauté pour un salon de coiffure. C'est quand même un petit salon de coiffure de quartier, tu vois. Comme tu dis, c'est quand même important. Et c'est pour ça, je pense que l'équipe aussi gère bien ça. Oui, je vois. Quand tu tapes Bonhomme sur Insta, t'as Bonhomme Nantes. Il y a des restos qui s'appellent Bonhomme, c'est pas à toi, hein. C'est pas à moi. D'ailleurs, il y en a un, d'ailleurs pas très loin du salon de Trévise, qui s'appelle Bonhomme à chaque fois que je passe devant. D'ailleurs, il est client chez nous, il a dit mais je savais pas fait gaffe que ça s'appelait Bonhomme. Et oui, non mais comme quoi, c'est vrai que ça peut être, c'est une marque à la fois qui est forte, mais qui est aussi universelle. Donc pour le coup, ça marche partout, ça marche dans tous les milieux, Bonhomme. C'est pas, ça marche vraiment dans tous les milieux. Ça marche dans le Marais, ça marche en campagne, ça marche à Paris, ça marche partout. Oui, c'est une belle marque. Et on sait, c'est direct, quoi. Ouais, mais même le mot Bonhomme. Ouais, c'est hyper smart. C'est que tu sais ce que tu veux, quoi, en fait, avec cette marque-là. Il n'y a pas trop de sujets autour. Un salon de coiffure qui s'appelle Bonhomme, tu sais où tu vas. Enfin, tu vois, tu te poses pas trop la question. Alors, comme si ça suffisait pas, dans les dernières années, tu t'es dit, je vais créer des nouvelles choses, je vais créer des nouveaux salons, des nouvelles marques. Alors, parle-moi de Cute, parce que tu m'as dit, j'ai pas compris, Begin, c'est devenu Cute. Enfin, quelle est l'histoire autour de Cute ? En fait, Cute, c'était l'ancien Begin. En fait, quand tu as une franchise, t'es propriétaire de ton fonds de commerce. Ouais. Et à la fin de la franchise, il fallait que je trouve un nom, quoi. Ah, donc à la fin de Begin, t'as appelé ça Cute. J'ai ouvert Bonhomme et Cute, j'ai cherché le nom, donc j'ai cherché qu'est-ce qui pourrait aller avec Bonhomme, bonne femme, tout ça, je me suis dit un peu péjoratif, bonasse. Ouais. C'est touchy un peu. Après, j'ai failli l'appeler connasse. Ah bon ? Je trouvais ça très drôle. Ah ouais ? Ouais, je trouvais ça vraiment très drôle. Bon, c'était peut-être le 3e degré n'aurait pas été compris par tout le monde. Oui, mais... c'est ça, t'aurais peut-être eu des remarques, ouais. Mais je trouvais ça drôle, la salon de connasse, bonjour. Oui, ah oui. Si c'est juste pour avoir la vanne au téléphone, bon, tu vas chez qui ? Chez Connasse. Ouais, je suis une connasse, c'était drôle. Mais bon, c'était vraiment une vanne. Et donc, du coup, on a dit Cute, bah ouais, ça va, c'est mignon, c'est ça, quoi. Et donc ce salon a été renommé Cute, a été en travaux, on l'a refait entièrement. On l'a pensé. Et il t'appartient toujours, du coup ? Il m'appartient toujours. Ouais. C'est peut-être le dernier salon que je vendrai. Ouais. Parce que c'est le premier, toi, c'est un peu... il a une histoire quand même, ce truc. Bah ouais, c'est ça qui est fou. Souvent, d'ailleurs, si je dois les coiffer, quand j'y vais, je vais soit chez Cute, soit chez Bonhomme en face. Ouais. C'est les 2 salons où je travaillais tout le temps. Donc, souvent, c'est mon réflexe, je vais travailler là, quoi. Tu sais que... Il y a toujours ces vannes autour de... Tu parlais des noms de... Il y a quand même des noms de salons de coiffure en France qui sont extraordinaires. Moi, c'est vraiment mon petit truc quand je pars en bagnole et tout. Tu vois les noms des salons, tu te dis, mais les mecs... À Paris aussi, il y en a du très lourd. Hein, mais des trucs de mèche avec vous, tête en l'air, avec HAIR, l'atelier créatif, ce genre de trucs, tu vois. Évolutif. Ouais, mais c'est ça. Tu tombes vite dans des trucs... D'ailleurs, il y a un truc aussi. Ce salon, j'ai toujours trouvé. Je sais pas pourquoi ils appellent ça. Un salon qui s'appelle Cheap. Ah ouais. Je me suis dit, mais ils revendiquent vraiment le fait que ce soit cheap ou. Non, tu pas vois, du tout, mais c'est Franck François qui est propriétaire de cette marque, qui est un grand homme de la coiffure, qui a un très très gros réseau de coiffure en France. Il est propriétaire de Vogue.
Et moi, je peux te raconter vite fait l'histoire. Pourquoi ce cheap? De cheap, ouais. Il me l'a raconté l'autre jour. Donc, Ah bah voilà, comme quoi, tu vois. Et en fait, il avait les salons Vogue. Et donc, il est parti... Vogue comme le magazine VOG. Ah oui, d'accord. Et il avait des franchisés à Miami. Et donc, un jour, il est parti faire un tour de ses franchises. Il est parti à Miami. Et le mec se plaignait un petit peu en disant « C'est compliqué maintenant. Il y a plein de salons de cheap qu'on verra un peu partout, qui nous prennent des marchés. Et il a dit « Ah ». Et donc, il a pris son petit carnet et il a marqué « cheap » comme ça, ça. Ah oui, d'accord. Ah oui. Cheap. Donc, le mec, il a dit, faites-moi visiter. Il a visité, il a vu le truc, il a vu que c'était le début des low cost. Et donc, le mec, il a dit, OK, donc les États-Unis sont en train de faire des salons de coiffure low cost, pas cher où ça va vite. Et donc il est revenu, il a dit, il a créé ça, quoi. C'est pour ça que c'est très coloré, c'est vert, c'est rose, c'est parce que c'est vraiment l'ambiance Miami. D'accord. Et cheap, juste parce que il parlait pas anglais, quoi. Ah oui, ok. Mais ça n'a rien de cheap au final. Si, mais... quand même. Je suis jamais allé. C'est du bas de gamme, c'est va vite, c'est faut du débit, quoi. Et c'est pas cher. Je saurais pas faire. C'est pas cher du tout. Ouais. Ok. Donc, mais je crois que ça tourne bien. Bah oui, j'en vois quand même beaucoup, donc je me doute. Mais voilà. La petite anecdote est marrante, quoi. Oui, c'est vrai. Bah ouais. Donc, comme quoi tout nom a une histoire, hein, finalement. Ouais, donc, mais il y a des. Ouais. Explique-moi le concept de Mousse, qui est un autre salon que tu as monté. Mousse, pour moi, ça me fait penser à la bière, mais je sais pas si ça a un rapport. Ou à la mousse de café, peut-être. Alors, c'est un salon que j'ai monté avec mon associé, qui est une youtubeuse, et qui s'appelle Natou. Ouais. Et un jour, elle m'a appelé parce qu'elle voulait monter un business. Et voilà. Et en creusant avec elle, l'idée, c'était pas forcément un salon de coiffure au début. Mais il y avait toujours cette histoire de salon de thé. Elle a vraiment envie de. Elle a vraiment envie de. Elle avait vraiment cette envie d'un salon de thé depuis longtemps. D'accord. Donc on a travaillé dessus. Et moi, j'avais eu l'idée de monter un salon de coiffure avec un coffee shop. Je suis pas le seul à avoir eu l'idée non plus. Il y en a d'autres. Mais voilà. À un moment, je lui ai dit, on peut faire ça, quoi. Et elle m'a dit go. Et j'aime bien. C'était un nouveau truc à penser, à réfléchir et voilà. C'est elle qui est venue te voir spontanément ? Elle est venue parce que du coup, elle est venue avec sa manager, m'a appelé parce qu'ils avaient eu l'idée. Ils ont dit, mais en fait, il nous faut quelqu'un pour gérer le truc. Au début, je pensais que c'était plus pour monter le projet. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris qu'il fallait le traiter tout le temps, quoi. Ouais, mais parce qu'ils connaissaient ce que tu faisais, ils aimaient bien ce que tu faisais, c'est ça ? Elle était cliente chez nous. Elle était venue une fois, elle était cliente. Et elle a vu que je m'entendais bien avec mon équipe et que mon équipe m'entendait bien. Donc, elle s'est dit, l'équipe n'est pas volatile, donc c'est plutôt bon signe. Et voilà, c'est monté comme ça. J'avais vraiment un envie de changement, d'avoir un truc nouveau. Et ça a fait un beau buzz. Je crois que ça a été assez bien accepté par tout le monde. Et où est-ce qu'on peut retrouver le salon ? On peut le retrouver au 37 rue des Archives, dans le Marais. Ok. Et donc, Natou gère aussi un peu l'ADN du salon au quotidien, ou pas du tout ? Ouais, elle incarne. C'est toute la DA, c'est ça. Moi, je me tape toute la gestion un peu plus courante. Mais je prends pas de décision sur quasiment sur rien. Sur en tout cas le lieu, sans avoir son aval à elle, quoi. Okay. Ce lieu, il a vraiment été monté pour qu'elle puisse avoir son endroit à elle, quoi. Et le petit dernier, Rosella. Voilà. C'est un nouveau concept ? C'est un salon de coiffure féminin. Alors, je suis très dans les salons de coiffure féminin en ce moment. Bah du coup, t'as fait bonhomme. Maintenant, tu travailles. Je reviens à mes premiers amours. Mais voilà, oui, quand même. Rosella, c'est une belle histoire encore parce que quand je suis revenu à Paris, j'ai travaillé place du marché Saint-Honoré et chez Begin d'ailleurs. D'accord. Et c'était mon dernier salon. Et donc du coup, avant que je monte mon truc à moi. Ouais. Et il y avait un salon de coiffure que je regardais tout le temps. Et quand j'ai dit à chaque fois, dès que je monte un salon, je veux avoir ce salon, quoi. Et donc j'étais voir le coiffeur qui était assez âgé pour lui proposer plusieurs fois de le racheter. Il m'a toujours envoyé chier. Finalement, il l'a vendu à un autre coiffeur. Et il y a le coiffeur l'a vendu à un restaurant. Ouais. Et j'ai un de mes potes l'autre jour qui m'appelle, qui me dit c'est en vente. Et donc du coup, j'ai essayé de l'acheter depuis 2004. Ouais. Donc 20 ans Comme quoi tu lâches rien, toi. 20 ans après, je l'ai finalement racheté et on l'a remis en salon de coiffure. D'accord. Et j'en suis très content, ça vient d'ouvrir. Là, et c'est un salon qui est spécialisé dans le balayage. C'est quoi le balayage ? Je ne connais pas. Pour les blonds.
Du Que les blonds? De manière générale, le blond, c'est très niche quand même. C'est une spécialité. Ah oui. Et ça fait de la couleur. C'est un salon coloriste, mais avec une spécialité dans le balayage. D'accord. Mais le balayage, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles la technique du balayage dans les cheveux? Ben, c'est quand on met des produits pour éclaircir ses cheveux. D'accord, ok. Voilà. C'est une couleur en fait. Non, c'est un balayage. D'accord. Ok. Une couleur, ça va servir à foncer Ouais. les cheveux. Un balayage, ça va servir à éclaircir. Ah ok, d'accord. Et voilà. Ok. Non mais je vois. J'essaie de regarder un peu sur le Insta si en même temps les photos que vous mettez, parce que je vois des brunes aussi. Hein. Oui, non, mais il n'y a pas que des blonds. C'est ça. Mais c'est Le mec comme a rien compris. chez Mousse, on fait aussi de la nourriture. On fait, tu vois, il y en a une spécialité, Ouais. mais on fait pas que ça. Mais on fait tout chez Mousse. C'est un salon plus généraliste. Mais tu peux pas venir que pour prendre un thé ou un café. Bien sûr que si. Ah si. Ah mais si. T'es pas obligé de te faire coiffer. Mais non. Ah ok. Non, et vice versa. T'es pas obligé de consommer pour aller te faire coiffer. Évidemment, heureusement. On a 3 custos à plein temps Waouh. chez Mousse. Ah ouais. Pour faire. T'as Tout une est fait carte et maison. tout, ouais. Ouais, j'ai une carte. C'est disponible sur internet. Ok. On est très fiers. Non, franchement, c'est très Trop bon bien. et très joli. Ok. Faut venir. Ouais. Et on a un nouveau salon qui arrive Ok. À Paris. à Paris, qui va s'appeler Velvet. Ok. Dans une spécialité particulière. Le soin du cheveu ce coup-ci. Soin du cheveu et du cuir chevelu. Ça va être un hair spa. Ouais. Voilà. Et c'est là, pour le coup, on va vraiment être sur du haut de gamme parce qu'on a racheté une maison en fond de cour dans le 3e arrondissement de Paris. Ok. Ça va être un truc vraiment bijou. Donc tu veux dire dans l'esthétique du commerce aussi L'esthétique du commerce, ça va vraiment être un marché, c'est un truc de niche. Tu viendras pas comme ça par hasard. Quoi. Ok, d'accord. Et vous ouvrez quand? Le 3 février. Bon, donc quand l'émission sera sortie, le salon sera ouvert. Donc vous pourrez aller tester ça pour le soin du cheveu. C'est le soin des ongles, le soin des cheveux, l'épilation. Mais, du coup, on est dans le soin d'une manière générale. Quoi. Ouais. C'est ça en fait. Mais même toi, chez Mousse, la nourriture, on est dans le bien-être intérieur. Quoi. Ouais, Le oui, plaisir, tout à fait. toi. Ouais. Oui, je vois totalement la vibe ta ligne directrice, ouais. Je vois bien. Ce qu'on essaye. C'est comme ça que tu vois l'avenir de la prestation coiffure. C'est plus de classique. On a un service premium à proposer quand même aux clients qui viennent. Je pense que je sais pas comment l'avenir va être fait. En tout cas, je pense que ça va devenir faudra bien connaître son métier. Ce qu'on pouvait laisser passer avant, maintenant, il y a une exigence qui devient de plus en plus forte sur la coiffure. C'est ce que j'ai demandé. Tu trouves que les clients sont de plus en plus exigeants? Ouais, les clients sont plus exigeants. Tu sais, les réseaux sociaux, les trucs comme ça, Ouais. les gens veulent la même chose, quoi. Et puis le fait d'avoir des salons comme les tiens un peu haut de gamme, forcément, ça monte aussi, ça fait monter tout le marché, quoi. Je pense. Je sais pas si je peux avoir cette prétention ou pas. Ça tire le marché vers le haut, c'est ça que je voulais dire. Ça peut tirer le marché vers le haut, mais il y a plein de très bons salons. Je pense que vraiment, les gens, d'une manière générale, ont... Déjà, je pense que entre le moment où j'ai commencé la coiffure et maintenant, le niveau des coiffeurs s'est nettement amélioré. Franchement. Je pense que les réseaux sociaux, d'un côté, ont permis aux mecs de s'améliorer. Donc, il y a plein de coiffeurs qui ont émergé, qui montrent des techniques pour former les autres. Mais je pense que ça a aussi formé les clients. Donc je pense que tout ce qui pouvait passer, le petit salon un peu de quartier où on s'en foutait un peu, finalement, ça marche moins bien maintenant, marchera pas. Donc soit il y aura vraiment les deux trucs, soit les gens s'en foutront complètement et finalement ça sera pas grave, soit vraiment on aura sur des trucs très précis. Mais encore une fois, je pense que les réseaux sociaux, l'image des gens maintenant a quand même beaucoup changé, quoi. Tu sais, moi, ce que j'adorerais, j'y pense, un salon très immersif, toi, avec vraiment une théma. Un truc, moi j'adore les restos, ça se fait de plus en plus, un restaurant immersif. Moi j'aime tous ces expériences-là un peu, parce que forcément je suis dedans aussi, donc ça me plaît. Je sais pas, tu vois, un salon avec vraiment une vraie thématique, je sais pas, est-ce que ça marcherait, tu vois, un truc vraiment, je sais pas, un thème jungle, et t'arrives et t'as vraiment toute une décoration, et t'es complètement dépaysé pendant que tu vas te faire coiffer, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être une idée à la con, mais... Peut-être, mais en fait je pense que ça peut venir, après c'est... Avec des sons de jungle et tout, tu vois le truc. Peut-être les gens habillés aussi, les coiffeurs. Je pense que ça peut marcher. Je pense qu'en fait, je crois vraiment en l'hyper-spécialisation maintenant. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, en tout cas pour les hommes, on a un marché qui est encore plus libre. Je pense que je peux encore ouvrir des salons bonhommes. Ça posera pas vraiment de problème. Je pense que dans quelques années, on aura besoin d'avoir des spécialités comme on peut avoir dans les salons femmes maintenant où les gens viennent pour un truc précis, en fait. Ouais. Et quand tu veux du blond, tu veux un très beau blond.
et ben, tu vas venir chez Rosella parce que tu sais que là-bas, les mecs, ils ont été ultra formés pour faire du balayage. Ouais. Quand tu as les cheveux qui sont abîmés parce que tu as été au soleil ou que tu es streeté, tu as le cuir chevelu qui est un peu abîmé, tu vas aller chez Velvet pour vraiment avoir un soin, récupérer tes cheveux et les avoir beaux, doux et brillants. Tu veux une couleur un peu qui sort de l'ordinaire sur un travail très technique, tu vas aller chez Cute parce que là, c'est des coloristes qui sont vraiment poussés dans de la couleur. Toi, tout le monde aura un peu sa spécialité un peu différente, quoi. Et je crois que le marché va être de l'avenir, c'est ça, c'est l'hyper spécialisation. Okay. Mais comme ça arrive dans les restaurants maintenant. Oui. Toi, les restaurants, ils font que de ça, ils font que de la blague angus avec une frite, le même morceau de viande pour tout le monde. Et ça marche. Et ça marche. Il y aura toujours des clients pour ce genre de produit. C'est ça. Donc je pense qu'on est vraiment sur ce truc un peu d'hyper spécialisation, quoi. Tu te vois en ouvrir beaucoup en France, parce que tu en as déjà à Nantes, à Cannes, hein, c'est ça aussi. Enfin, tu te vois t'implanter en France ou pas trop pour le moment? Si, mais d'abord on va essayer de rayonner sur Paris, quoi. Ouais. Vraiment plus. En tout cas, ce qui est facile d'accès à gérer. Et puis après, oui, l'idée, c'est plutôt de m'associer avec mes collaborateurs pour dire, bah, c'était cool, toi, on a bien travaillé ensemble, tu as été manager, il est peut-être temps d'avoir ton salon à toi maintenant, ou devenir un actionnaire important d'un des salons, quoi. Travailler pour un avenir, construire, quoi. T'es pour la fidélité aussi de l'équipe et avoir donné des signes de confiance et de se dire, bah, en fait, ça marche, on continue à travailler ensemble. Et je te fais encore plus confiance en ouvrant ça. Ouais, non, franchement, je crois vraiment, encore une fois, c'est pour ça que je m'entends bien avec l'équipe aussi, et je les respecte beaucoup. Ils m'apportent beaucoup, je leur apporte beaucoup, je pense qu'il y a un respect, tout le monde s'apporte quelque chose. Donc oui, je suis pour la fidélité des équipes, mes équipes, elles bougent pas beaucoup, elles sont assez stables, d'une manière générale. Les mecs c'est important, ça, restent plus longtemps qu'ailleurs, quoi. Qui se sentent bien, c'est important. Ouais. Qui se sentent bien dans la boîte dans laquelle ils bossent. Et... Ouais, mais c'est la base. Tu peux pas faire du bon travail si tu te sens pas bien, quoi. Et ça marche dans les deux sens aussi, hein. Si tu m'aimes pas, tu peux pas rester, quoi. Tu seras pas heureux, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais il faut que ton équipe se sente bien, que les clients se sentent bien. En fait, c'est un tout qui fait que tout ça marche. Et voilà. Aujourd'hui, tu es content, toi, pour terminer, enfin, je veux dire, pour toi, tu as arrivé à faire tout ce que tu voulais, tu te sens bien dans tout ce que tu as monté. Enfin, est-ce que Aurélien, il est heureux aujourd'hui avec tout ce qu'il a fait? Aurélien, je sais pas si Aurélien sera un jour heureux. Internel insatisfait. Toi, je parle de moi comme Alain Delon. Je suis un artiste. Non, moi, je suis un peu insatisfait. Je pense que, en fait, surtout, il y a un truc qui me fait flipper, c'est que je n'aime pas rester dans une zone de confort. Donc, si je suis satisfait, j'ai l'impression que je vais rester dans une zone de confort. Tu te lasses vite, c'est ça? Hein? Tu te lasses vite? Ouais, je peux vite lâcher l'affaire. Ouais. Si j'ai pas de nouveaux projets, si on est dans la même chose tout le temps, ça me... Mais c'est pour ça que Mousse, par exemple, ça me passionne parce que j'ai découvert la restauration. Ouais. Et ça t'éclate, quoi. Je bite rien dedans, donc j'apprends et je trouve ça génial. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Je suis toujours en train de dire comment on pourrait faire mieux. Ouais, parce que tu me parles d'un nouveau salon qui ouvre. Enfin, je veux dire, c'est tout en ébullition quand même chez toi. Il y a quand même des ouvertures là dans les 3 dernières années. Ouais, mais c'est souvent des trucs. Par exemple, Rosella, c'était pas prévu. Ouais. Des opportunités alors. Ouais, le salon j'avais visité une fois. J'avais eu un coup de cœur pour ce local, mais c'était pas, il était pas en vente, c'était pas prévu. On m'a juste appelé 3 mois après, on me dit on le vend, quoi. Ouais. Là, beau. j'y vais pas. Mais tu vois, j'ai vu un local tout à l'heure, là. Je me suis dit, putain, il est en vente, peut-être qu'il faut que je le prenne. Après, je me suis dit, non, calme-toi. Mais en fait, je suis très opportuniste. Il y a des trucs où, tu sais, c'est un peu du feeling. Ouais. Je me dis, c'est un bel emplacement. Il peut y avoir un truc, tu vois. Puis des fois, je dors et je me réveille en pleine nuit. Je dis, putain, on pourrait faire ça dedans, ça. Oui, ça arrive souvent quand on est un chef d'entreprise. T'as les idées la nuit, tu fais oula, ok, bon, je note parce que sinon. Bonhomme à Londres, un jour? Londres, non. Tu reviendras pas? Non, je sais pas. Mais pourquoi pas? Mais non, mais j'aimerais bien New York. Un jour. Pardon, je voyais que Londres, mais c'est vrai que New York, c'est quand même. J'aimerais bien New York, arriver dans le truc. Je vois bien le truc bonhomme barbier français, toi. C'est vrai que la France a la classe quand même à l'international. En tout cas, sur ce métier-là. La bouffe aussi, c'est pas mal. Sur l'artisanat, d'une manière générale, on est plutôt fort.
Mais même si il y a d'autres pays qui sont très forts, mais c'est vrai que la coiffure française, elle est quand même très réputée, quoi. Donc pourquoi pas s'exporter à l'avenir? Pourquoi pas, mais on a beaucoup d'étrangers qui travaillent pour nous. Oui, c'est vrai. Oui, on a des Finlandais, on a un Japonais, on a un Roumain, on a un Italien, on a des Espagnols, on a vraiment de tout, quoi. Ouais, non, mais c'est top. Chilien. C'est ça qui est cool. Ouais. Mais je crois, d'ailleurs, j'étais allé une fois, et justement, c'était une coiffeuse qui parlait, je sais pas si elle parle français, très peu peut-être. Et du coup, je me suis dit, je sais pas, j'ai eu ce truc de. Je vais dans le salon, je suis avec elle, et du coup, on parle anglais. Genre, j'ai l'impression d'être vraiment dépaysé, tu vois, pendant une demi-heure, et on parle en anglais, tu vois. Je trouve ça super marrant. Ouais, mais c'est marrant. Mais non, mais c'est drôle, j'adore ça. Et il y en a plein, mais. Du coup, la première fois que c'est arrivé, d'habitude, les mecs, ils parlaient toujours un peu français. Ouais. Et il y a l'Italien, par exemple. Il me parle en français sur Insta. Bon, ok. Et donc, du coup, le mec, il me dit... Donc, je regarde un peu son travail à distance et je dis, vas-y, c'est bon, on te prend quand tu viens. Donc, on lui fait son contrat et tout pour dire qu'il vient travailler. Et genre, la veille, il m'envoie un message. Je dis, ah oui, au fait, je parle pas français. Je dis, comment ça? Ah oui. Tu sais, je l'ai juste parlé par message. Ouais. Et il me dit, non, je fais du Google Translate. Putain, oh, bâtard. Ah ouais. Finalement, j'ai vu que tout le monde parlait anglais, ça passait, quoi. Oui, oui, c'est sûr. À Paris, c'est vrai que tu peux te permettre ce genre de recrutement aussi. Parce on le notifie un petit peu, parle en anglais, mais au début, puis après, finalement, ça va. Ouais, une fois que t'as ta clientèle qui est habituée, elle le sait, et puis c'est vrai que après ça, y a plus de soucis, quoi. Je termine toujours par la même question. Aurélien, à chaque fois, mes invités, c'est toujours la même question. Et ça passe vite le temps. Hein. Je ne l'envoie pas. Oui, ça fait 1h20 qu'on discute. Ah ouais, oui, tu vois que t'as des choses à dire. Et donc la dernière question, et je ne l'envoie pas avant parce que je veux qu'elle soit spontanée. Je veux vraiment le premier moment qui te vient. Quel a été le moment pour toi le plus fantastique aujourd'hui de ta carrière? C'est pas une question facile. Aujourd'hui ou de ma carrière? De toute ta carrière. Vraiment, depuis que tu as commencé, vraiment, s'il y a un moment fantastique qui t'a marqué, ce serait lequel? Spontanément. Attends, je suis en train de chercher. Et fantastique, le mot a son importance. Ouais, c'est... Les gens mettent tout le temps autant de temps comme ça à répondre? Non. Le moment fantastique, je pense que c'est quand même mon premier salon. Ouais. Moi, je pense que c'est le premier salon. Lequel, le bonhomme ou cute? Le cute. Le cute, ouais. Je crois que c'est vraiment ce moment où tu passes... tu changes de monde, quoi. Tu passes de salarié à patron. Ouais. Je pense que c'est ça le moment fantastique. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment, en fait, tout part de celui-là. J'aurais jamais eu le deuxième si j'avais pas eu celui-là. Et tout part de là. Donc, ça peut être que ce salon fantastique. Ok. C'est un moment dont tu te souviendras toute ta vie, je pense. Ouais. Tu peux pas l'oublier, ce moment-là, quand tu démarres. Merci beaucoup, Aurélien, en tout cas, de t'être prêté au jeu puis de nous avoir raconté un peu cette histoire, quand même, qui est géniale. On va te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite, mais bon, visiblement tu es inarrêtable. On va avoir le groupe qui va continuer à s'agrandir, etc. Si vous connaissez pas, allez voir, hein, c'est vraiment très très cool ce qu'il propose. C'est sur le site de Bonhomme, hein, on peut taper sur internet Bonhomme Coiffeur, je pense qu'on trouve sur Google directement, Paris. Et puis il y a Nantes, il y a Cannes, il y a quoi comme autre ville? Paris, c'est tout. Ben voilà. C'est pas mal. Peut-être plus dans l'avenir, on verra. Quand on sera une vraie marque, une grosse marque implantée, qu'on se dira allez. Quand ils auront racheté tous les Jean-Claude Biguin. Affaire à suivre, quoi. On a essayé de racheter le groupe. Hein. Ah bon? Ouais. Voilà, il nous sort des infos avant de partir. On n'a pas réussi, mais on a essayé. Faut tenter. Voilà. D'accord. Parce que pas assez de... Ouais, non, c'était... Ah, d'accord, si, quand même. Ouais. Mais parce qu'il y avait un appel d'offres ou... Ouais, c'est officieux, mais oui. D'accord, ok. Il y a plein de bruit qui dit à chaque fois qu'il dit qu'il est vendeur, donc il est vendeur. Ah bah tu vois, je faisais ça en vanne, mais en fait, il n'y a pas de... Donc c'est pour ça qu'on en reparle. Si un jour on m'entend, Jean-Claude, il faut qu'on en reparle. Ouais, c'est ça. Parlons-en, on sait jamais. Ça se trouve, je te recevrai dans 10 ans et tu seras multimilliardaire et tu seras vraiment le patron que tu voulais pas être. Pas, putain. Non, reste comme tu es, c'est très bien. Merci beaucoup Aurélien en tout cas, c'était très cool et à bientôt. Bah, bientôt. Et on se donne rendez-vous pour un nouveau fantastique très bientôt. Salut.